Donc, on a un bonus de 10% si on est jeune agriculteur ou nouvel agriculteur, un bonus de 10% pour les exploitations en bio et en SIQO, signe officiel de qualité, et un bonus de 10% pour les exploitations en zone montagnarde, sachant qu'au total, euh, le taux d'aide ne peut pas dépasser 50%. Ensuite, on va avoir une catégorie spéciale d'investissements, qui sont les investissements agroéquipements. C'est des investissements qui sont cofinancés par les agences de l'eau et du coup, dans le cadre de ces investissements, on va avoir 40% d'aide dans les investissements productifs, avec là aussi une possibilité de bonus et un maximum qui ne peut pas dépasser 60%, et 80% d'aide pour les investissements qui concernent la préservation des cours d'eau et la gestion des effluents et qui sont dans des zonages spécifiques. Et après, pour les CUMA, on a un taux unique qui est de 40%. Au niveau des dépenses éligibles, donc le dispositif unique s'applique vraiment à des systèmes agricoles larges. Donc, on a des aides possibles au niveau des systèmes de production animale, avec des aides sur les bâtiments et logements des animaux, sur les aménagements et les équipements. Des aides sur tout ce qui va concerner les fabrications d'aliments, le séchage en grange, le stockage de paille et de fourrage. Puis tout ce qui concerne les équipements liés au bien-être animal et les équipements sanitaires et de biosécurité. L'appel à projet est sorti et vous pouvez trouver une liste plus exhaustive sur le site de la région. Ensuite, pour les productions végétales, on va avoir des aides sur tout ce qui concerne les serres et les équipements, des aides sur les dispositifs de protection contre les bioagresseurs, des aides sur les équipements de protection contre les aléas climatiques et des aides sur les équipements spécifiques des pépinières. Là aussi, on a une liste exhaustive, plutôt exhaustive qui est sortie. Enfin, pour les dépenses dites d'agroéquipement cofinancées par l'Agence de l'eau, elles ont pour but de faire des économies d'eau à la parcelle et de réduire la pollution des eaux. Donc là, on va retrouver du matériel de pilotage, des outils d'aide à la décision. On va aussi avoir des aides sur tout ce qui est mise en place de points d'abreuvement, si mise en défense des cours d'eau, gestion des effluents. Et, et des outils pour la lutte contre l'érosion et la protection des sols. Ensuite, on va avoir une catégorie de dépenses qui va s'adresser à la transformation et la commercialisation. Donc, pour ces dépenses, l'objectif, ça va être de construire, de moderniser ou d'aménager des bâtiments de stockage et de conditionnement, mais aussi d'aider dans l'achat de points de vente, d'équipements frigorifiques, de vitrines réfrigérées. Pour les dépenses au niveau de l'agritourisme, le but, c'est d'aider les exploitations qui ont des infrastructures agritouristiques sur le siège de l'exploitation agricole. Et on va retrouver du coup des aides pour tout ce qui est équipement de restauration, animation et accueil pédagogique. Alors, les conditions d'éligibilité. Donc, il y a une particularité pour la filière équine, puisque ce dispositif d'aide, il s'applique uniquement pour les activités d'élevage. Donc, il faut un nombre de reproducteurs actifs, donc 5 reproducteurs, et un nombre de naissances de minimum 3. Il ne faut pas être en procédure de liquidation ou de redressement judiciaire lors de la demande d'aide. Il faut être à jour de ses obligations sociales. Et c'est un dispositif d'aide qui s'applique uniquement si vos dépenses sont supérieures à 20 000 € hors taxe. Au niveau des dépenses inéligibles, alors, le matériel d'occasion n'est pas éligible au dispositif unique, le matériel en crédit bail non plus, le désamiantage, les aménagements des abords et paysagers, les infrastructures de stockage sans transformation ou commercialisation, les travaux de couverture photovoltaïque, les serres équipées de panneaux photovoltaïques, le renouvellement et le remplacement des bâches des serres, la lutte anti-grêle euh, via la génération au sel d'iodure d'argent, la lutte contre le gel par système d'aspersion. On ne peut pas non plus, à part les CUMA, investir dans des rondes-balleurs, des plateaux fourragers, des faucheuses ensileuses, des outils de fenaison.
Ce n'est pas possible non plus de mettre en place des retenues collinaires, du drainage. Et là, la liste n'est pas exhaustive. Donc, vous pourrez nous poser des questions si vous avez du matériel spécifique en tête. Au niveau du calendrier de mise en œuvre, donc ce dispositif d'aide, il a ouvert le 21 juin sur la plateforme Europac, qui est la plateforme de la région qui permet de déposer tous les dossiers financés par les FEADER. Ce dispositif, il se clôture le 30 novembre 2023. Donc du 21 juin au 30 novembre 2023, ils vont recevoir tous les dossiers. Et à partir du 30 novembre 2023, le dispositif se ferme et jusqu'à juin 2024, ils vont étudier les dossiers et classer les dossiers selon une grille de sélection. Cette grille de sélection, la voici. Donc, il faut avoir un minimum de 40 points pour que le dossier soit éligible. Donc, ce qui rapporte le plus de points, c'est d'être porteur du projet, être un porteur de projet avec un contrat agriculture durable validé par la région. Donc, Loïc vous parlera du CAD dans quelques diapositives. Ensuite, une priorité aux investissements portés par les CUMA, une priorité aux installés depuis moins de 5 ans à la date de la demande ou ayant déposé une demande d'aide au titre de la DGA ou de la DNA. Une priorité à ceux qui sont certifiés et labellisés avec 70 points pour les bio et 40 points pour les labels SICO, HVE, label bas carbone. Et ceux qui sont dans des groupes reconnus par l'État, donc les GI2E, les groupes 30 000 ou les réseaux défis. Ensuite, pour ceux qui appartiennent à une démarche de collectif de circuits courts comme Bienvenue à la ferme, vous pouvez bénéficier de 30 points. Et ensuite, selon le matériel sur lequel vous souhaitez avoir une aide, vous allez avoir de 80 à 20 points. Donc, pour les investissements en agroéquipement situés en zone prioritaire de l'Agence de l'eau, il y aura 80 points. Si c'est hors zone prioritaire, 40 points. Pour les investissements en lien avec le bien-être animal et la santé animale, 40 points. Pour les investissements de lutte contre les aléas climatiques ou les investissements qui favorisent l'autonomie alimentaire des troupeaux, 40 points. Pour les investissements qui sont liés à l'amélioration du bien-être au travail et de la qualité, 40 points. Et ensuite, tous les restes, ce sera 20 points. Est-ce que vous avez déjà des questions sur le DU avant qu'on passe au PASS? On répond à quelques questions, Marine? Oui, alors, un syndicat professionnel agricole peut-il être bénéficiaire? Normalement, il faut vraiment qu'il y ait une production agricole derrière. Je n'ai pas la précision sur le syndicat professionnel. Mais par contre, tout ce qui est ASA ne peut pas bénéficier de l'aide parce qu'on n'a pas de production agricole derrière. Alors, la transformation et la commercialisation, est-ce que cela peut concerner les céréales? Alors, ça va dépendre de ce qui est transformé et commercialisé à base des céréales. La question reste trop vague pour que je puisse y répondre. Pour les 40 points sur l'adhésion à un GI2E, alors ce sera demandé de mettre dans le dossier l'attestation comme quoi vous adhérez à un GI2E. Et à partir de là, normalement, tous les GI2E sont susceptibles d'avoir les 40 points. Pour l'instant, on n'a pas le zonage prioritaire de l'Agence de l'eau. On l'a demandé, mais on ne l'a toujours pas. Et une exploitation équine qui ne fait pas d'élevage n'est pas éligible puisque si elle n'a pas de reproducteur, elle ne va pas avoir d'aide. Oui, une petite spécificité pour ceux qui font des balades à cheval et de l'écotourisme, enfin de l'agritourisme. Mais on n'a pas encore le détail des statuts et des critères, quoi. Bon, c'est un peu particulier. Et pour revenir sur le bio, donc il n'y a pas nécessité d'avoir les 100% des surfaces en bio. Par contre, il y a, là où il faut faire attention,
C'est qu'il y a un contrat de pérennité de 3 ans à compter de la demande du solde. Et donc, pour ceux qui songeraient ou qui seraient forcés de se désengager dans les années à venir, ça serait pas possible, quoi. Du moins par rapport à un DU, quoi. Ensuite, au niveau de la liste des équipements éligibles pour les productions végétales, donc il y a l'appel d'offres qui est sorti, qui est disponible sur le site de la région. On vous remettra, si vous le souhaitez, parce que je vois que c'est demandé dans le chat, les liens pour accéder à ces appels d'offres et aux plateformes du dispositif. On a l'appel à projet qui est sorti. Après, les listes sont plus ou moins exhaustives. Le plus simple, c'est soit de demander à des structures d'accompagnement comme la Chambre d'agriculture, parce que souvent, le matériel désiré revient. On a souvent les mêmes questions. Sinon, il y a aussi la possibilité de poser directement la question à la région. Et pareil, on pourra vous mettre l'adresse mail à la fin dans le chat pour poser les questions à la région. Mais vous pouvez déjà nous demander si vous avez du matériel spécifique parce qu'on a déjà eu des réponses. Mais l'appel d'offres n'est pas forcément exhaustif dans sa description. Et la fin du dispositif, donc c'est clôture le 30 novembre 2023 pour ce premier dispositif. Après, c'est sur une programmation 2023-2027. Donc, il y aura peut-être des dépôts de nouvelles appels d'offres. Mais dans le cas de la première appel d'offres, la clôture, c'est novembre 2023. Alors, il y a la question, les investissements de matériel de fourrage ne sont pas éligibles. Donc, même un tracteur, les tracteurs, il y a certains tracteurs qui sont éligibles pour ceux qui sont en zone de montagne, mais c'est des tracteurs très spécifiques. Pareil, la liste est sur l'appel d'offres. Sur la partie HVE, je ne sais pas s'il y a une différence entre le niveau 2 et le niveau 3. Je vais regarder pendant que Loïc vous fera sa présentation. Ouais. Par contre, c'est sûr que ça permet d'avoir les points, les 40 points, mais ça permet pas d'avoir les 10% en plus. C'est pas dans les labels Oui. éligibles. Et après, ça fuse au niveau des questions, là. Oui. J'essaye de répondre à l'écrit et tu continues? Ouais, juste pour le matériel, est-ce que nous devons investir ou attendre avant investissement? C'est une très bonne question. En fait, quand vous déposez votre dossier, selon le montant du projet, vous devez déposer 1 à 3 devis. Et c'est des devis ou des bons de commande qui ne doivent pas être signés. Vous allez déposer votre dossier, recevoir un mail comme quoi le dossier a été déposé. Ensuite, le dossier va être étudié par la région pour vérifier qu'il est bien renseigné et vous recevrez un autre mail à ce moment-là qui vous dira que les investissements peuvent commencer sous réserve que ce n'est pas sûr que vous ayez l'aide pour autant. Je te laisse répondre aux différentes questions, Loïc, et Ouais, je vais j'avance regarder en même sur temps. le Oui. pass. Ouais. Alors, maintenant, on va parler du PAS petit investissement dans les exploitations agricoles. Donc, au niveau des bénéficiaires, c'est les mêmes que pour le dispositif unique, sauf que les CUMA ne sont pas éligibles au PAS. Au niveau des dépenses éligibles, donc on va retrouver tout ce qui est aménagement intérieur de bâtiments d'élevage, matériel et équipement pour les productions animales, donc logement, alimentation, contention des animaux, les équipements liés au bien-être animal et les équipements sanitaires et de biosécurité des élevages, les équipements de production des filières végétales, des investissements aussi liés à l'activité de transformation et de commercialisation à la ferme et aux activités agritouristiques, les investissements qui permettent la protection des ressources naturelles, les équipements qui permettent l'amélioration de la performance énergétique et les investissements liés à l'amélioration du bien-être et de la qualité de vie au travail. Et là, dans le cadre du PAS, le matériel d'occasion est éligible sous condition.
C'est-à-dire que si c'est un matériel d'occasion, il faut s'assurer que le matériel d'occasion en question n'a pas déjà été financé par des aides. Euh, Au niveau des modalités, donc là, on est sur un système où c'est une réception des dossiers complets au fil de l'eau jusqu'au 31 décembre 2023. C'est-à-dire que c'est premier arrivé, premier servi et que l'attribution se fait sous réserve de la disponibilité de l'enveloppe. Les dossiers ils sont à déposer sur le site Mes Régions, Mes aides en ligne, pardon, le site de la région. Et donc là, on est sur des aides qui doivent concerner des investissements compris entre 5 000 et 20 000 euros hors taxes. Et avec un taux d'aide de 20% et avec seulement un bonus de 10% pour les jeunes agriculteurs et nouveaux agriculteurs. Ah, Est-ce qu'il y a c'est des à mon questions tour. sur le pass? Alors là, le pass investissement n'est pas en lien avec le pass installation. On n'est pas sur les mêmes enveloppes. Oui, j'en étais à la question, pardon Marine, je ne sais pas si tu as fini. Oui. Pour la question pour le matériel, j'en étais à peu près là. Est-ce que nous devons investir ou attendre avant investissement? Ben, tout dépend de si votre investissement est conditionné au fait d'avoir la subvention ou pas. Mais clairement, ce qu'ils nous disent, c'est que vous n'aurez pas la réponse avant le juin prochain. Donc, soit vous pouvez attendre jusque-là pour avoir la validation ou pas, soit vous y allez et, entre guillemets, si vous donnez la subvention derrière, ce sera que du bonus, quoi. Parce qu'on n'a aucune certitude de savoir si ça va vraiment être octroyé ou pas. Tu voulais reprendre après? Euh, oui, ou je réponds dans le chat et tu présentes le CAD s'il n'y a pas On trop de continue, questions. on continue comme ça. Je reprends du coup? Oui, vas-y. Allez. Donc, en ce qui concerne le CAD, pour remettre un petit peu de contexte, donc, il intervient dans le cadre que je vais vous présenter à l'instant. Donc, c'est en 2020 que la région a voté la stratégie liée à la mise en place de l'agriculture durable et du pacte vert, donc qui avait pour objectif d'encourager la transition agroécologique, de répondre aux enjeux environnementaux et aussi et surtout, quelque part, aux attentes grandissantes de nos concitoyens. Euh, donc, ce cap pour l'agriculture et l'alimentation durable a été fixé en reprenant les trois piliers du développement durable. Donc, rien de bien révolutionnaire sur ce plan-là. J'ai... Alors, Ah, oui, que ça a ça coupé. y est, ça a coupé au meilleur Oui, moment, bien sûr. je reviens sur la diapo. Donc, voilà pour le contexte et le cadre dans lequel vient s'inscrire le CAD. Donc, c'est bon, tu peux passer à la prochaine. Merci. Donc, comment ça s'articule? C'est un accompagnement de 4 jours, donc qui a pour but de vous accompagner dans un accompagnement de stratégie globale et transversale pour vous permettre d'être plus résilient face aux enjeux de demain. Donc, c'est prévu sur 4 jours, donc il y en a 2 au démarrage qui vont nous permettre de faire un diagnostic d'exploitation. Donc, il s'articule autour de 4 axes de durabilité que je vais vous présenter juste la diapo d'après. Et donc, il va falloir qu'on définisse une trajectoire de transition en fonction de tous ces indicateurs et de la nature du projet, donc, et un plan d'action sur 5 ans qui va nous permettre d'atteindre les objectifs ou pas d'ailleurs. Il faut savoir qu'il n'y a aucune obligation de résultat. Donc, ça, on pourra en reparler.
Et il faut rappeler donc c'est une démarche volontaire et en aucun cas une aide à l'investissement à proprement parler et en lui-même. Donc voilà, comme on l'a vu, ça va vous permettre de prioriser certains dossiers et de vous placer plus ou moins haut sur la pile des dossiers, mais c'est pas une aide à l'investissement. On a juste l'aide pour vous accompagner pendant 4 jours sur ce temps de réflexion et tout ça. Voilà, je peux passer aussi. Merci. Donc voilà les 14 indicateurs. Donc on a une partie sur l'aspect social, la qualité de vie qu'on va étudier au travers des démarches de qualité, l'intensité et qualité au travail et des réseaux d'innovation et de mutualisation du matériel. Ensuite, on a toute une rubrique sur l'environnement, forcément, avec le respect des ressources naturelles. Donc là, il y a la partie SAU en IAE. Donc ça, c'est pour parler vulgairement, on l'a vu au moment de la PAC pour la plupart. Pilotage des pratiques économes en eau et le bien-être animal. Et une autre catégorie concernant l'autonomie et la résilience, avec une partie sur l'autonomie protéique, les bilans azotés, les IFT et la consommation énergétique. Et enfin, tout un aspect économique, donc où on va mesurer la viabilité de l'exploitation avec l'efficacité économique, l'autonomie financière, les revenus et les taux d'endettement. Bon, là aussi, c'est du grand classique, mais il faudra qu'on regarde tout ça ensemble. Et il faudra à la fois ne pas dégrader tous ces axes de transition-là et à la fois en améliorer certains sur lesquels on va travailler spécifiquement en fonction des projets pour avoir un CAD validé. Du coup, tu peux passer ça aussi. Merci. Donc, il faut savoir et rappeler qu'il n'y a aucun critère excluant pour participer au CAD, y compris les JA, comme on l'a noté. Donc, on en a un petit peu parlé, mais on le reprend là pour savoir comment ça s'articule aussi. Donc, la phase numéro 1, c'est donc le diagnostic plus la trajectoire et le plan d'action. Donc, c'est à ce moment-là que la région va intervenir pour valider ou non le projet. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on aura la réponse de savoir si sur un dossier un dispositif unique, on va bien pouvoir justifier les 90 points. Bon, là où c'est pas bloquant, c'est qu'on va pouvoir faire le CAD après le DU, en cochant sur le DU qu'on veut faire un CAD, et après à l'instruction, ils verront si entre-temps on a bien fait et bien validé le CAD. Donc en phase 2, un bilan intermédiaire à 3 ans, on va pouvoir se réajuster éventuellement, et en phase 3, un bilan final à 5 ans. Et donc voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est juste l'accompagnement qui est subventionné pour ce dispositif-là. Donc c'est bon pour ça aussi. Et donc pour reprendre, donc ça vous permet donc d'être priorisé par rapport à certains autres agriculteurs qui n'auront pas forcément fait un CAD, mais bon, vous avez vu, il y a différentes manières de marquer des points quand même s'ils l'ont mis en tête de liste avec ces 90 points que vous allez marquer avec un CAD validé. Et ensuite, donc dans le cas où il serait validé, justement, vous pourriez déposer plus de dossiers que prévu. Tu peux passer d'ailleurs cette diapo-là, parce qu'il y a tout qui est récapitulé sur l'autre. Parce que dans les faits, si vous n'avez pas de CAD, vous pouvez déposer un seul dispositif unique et donc un pass en plus ou à la limite 2 passes investissement pour la prochaine programmation qui court jusqu'en 2027. Mais si jamais vous avez un CAD validé, donc ça vous permet de déposer 3 dossiers au fois. Ça peut aussi bien être 3 DU que 3 passes ou 2 DU, un pass, un DU, 2 passes. Et ça permet aussi de déplafonner tout ce qui est montant des dépenses éligibles. Donc, c'est-à-dire que tous ceux qui ne sont pas en GAEC ou dans une CUMA, euh, de base, on avait un plafond à 300 000, ça passe à 500 000 avec un CAD validé. Et pour tout ce qui est GAEC, 2 associés et respectivement, et 3 associés et plus, on passe de 450 à 750 et de 600 000 à 1 million avec le CAD validé. Et pour les CUMA, dans tous les cas, bon, les CUMA ne sont pas concernés par le CAD, mais les plafonds sont doublés aussi pour la prochaine programmation. Donc voilà pour le CAD. Je vais pas regarder les questions en même temps. Ah, pardon, je viens vous voir après. Je repasse après. Désolé. Ouais, pardon. Il y Alors, avait je une question passe. sur l'intérêt du coup HVE par rapport au CAD. Celle-ci.
Tu as déjà répondu, non? Oui, mais si tu veux redire un mot à l'oreille. Étant un HVE, j'avais intérêt au CAD. C'est par rapport à quoi cet intérêt? Du coup, Le j'ai fait de redit. marquer, oui, d'avoir les points d'une part et bah, c'est comme pour tout, quoi. C'est est-ce qu'on veut maximiser le nombre de points ou est-ce qu'on estime, il y a ça aussi, hein, pour certains, on se dit, bon, il y a quand même déjà pas mal de points de marqués et d'inscrits. Est-ce que c'est nécessaire de se rajouter un CAD ou est-ce qu'aussi il y a la volonté et le temps de passer ce temps-là sur cet accompagnement? Mais il y a des dossiers, effectivement, où il y a pas mal de points déjà avant même de parler de CAD. Donc, est-ce que c'est nécessaire? Le problème, c'est qu'on ne connaît pas la valeur plancher en termes de points. Savoir en dessous de, je sais pas, en dessous de 150 points, les dossiers vont pas passer, quoi. Donc, ça, on n'a aucune idée des dossiers qui vont être éliminés faute d'avoir un nombre de points suffisant, quoi. Donc, j'ai envie de dire, à qui peut le plus, peut le moins, quoi. Et ensuite, tu avais répondu aussi, non? Oui, je réponds juste. À la question, doit-on attendre la décision pour engager les travaux? Oui, vous devez recevoir un mail de confirmation pour le dispositif unique qui dit que votre dossier est renseigné et que le début des dépenses éligibles peut être réalisé sans pour autant que ce soit sûr que vous ayez l'aide. Oui, voilà, c'est vrai, pardon, on n'a pas précisé tout à l'heure, enfin, je l'ai pas précisé tout à l'heure. De dire qu'effectivement, c'est quand on aura la confirmation que le dossier est complet. Donc, c'est-à-dire dans l'hiver, fin d'automne, début d'hiver. Et on aura la réponse en juin pour savoir si vraiment il subventionne ou pas, si on fait partie du dossier sélectionné. Mais il ne faudra pas commencer dans tous les cas avant qu'on ait la confirmation d'avoir envoyé un dossier complet. Et du coup, il faudra que les devis ou tout ce genre de documents soient datés à une date postérieure à cette validation du dossier, quoi. Alors, validation par les courriers et après vous avez la validation à la fin en programmation juin 2024 de si oui ou non vous avez l'aide. Ouais, voilà. On va poursuivre. Alors, je vais vous parler de la MAEC Transition, l'amélioration de l'autonomie protéique. Donc, une MAEC, c'est une mesure agro-environnementale et climatique. L'idée, c'est de s'engager pendant 5 ans à respecter un cahier des charges en l'échange d'une aide. Alors, cette MAEC Autonomie protéique, elle est financée à 80% par le FEADER et 20% par la région. L'objectif, c'est d'améliorer l'autonomie protéique des exploitations d'élevage et de contribuer à la transition agroécologique sur le système d'exploitation. Donc, les bénéficiaires sont les agriculteurs actifs à titre principal ou secondaire, les cotisants solidaires en installation progressive ayant déposé une demande d'aide au titre de la DJA, les sociétés actives dans la production agricole primaire mettent en valeur une exploitation agricole et dont au moins 50% des parts sociales sont détenues par les associés, une structure qui a pour but de mettre en valeur une exploitation agricole et qui exerce réellement une activité agricole. Les CUMA ne sont pas éligibles. Et au niveau des critères en plus, donc l'exploitation agricole, elle doit comprendre au moins un atelier de production en bovin-lait, bovin-viande, ovin-lait, ovin-viande, caprin, porcin, volaille ponte et ou volaille chair. Et le siège d'exploitation doit être situé sur le territoire de la région Occitanie. Le principe de cette mesure, c'est d'améliorer l'autonomie protéique de l'exploitation, donc soit en augmentant les surfaces d'intérêt protéique fourragère, soit en améliorant les pratiques d'élevage, en augmentant la production fermière de concentré ou en diminuant les importations de protéines. Au cours des 5 ans, il faudra respecter au moins 2 des 4 blocs. Donc pour le premier bloc, c'est augmentation de la part des surfaces d'intérêt protéique au sein de la surface fourragère principale. Il faut augmenter en 5 ans de 10% par rapport à la surface fourragère principale. Donc ces surfaces d'intérêt protéique, ça va être les fourrages purs ou en mélange dont la composition est supérieure à 10% de matière azotée totale et les prairies permanentes.
La surface fourragère principale, elle, ça va être les surfaces fourragères principales hors céréales autoconsommées et coproduits. Et on attend une réponse pour savoir si le maïs en silage pourrait faire partie ou non de cette SFP. Pour le bloc 2, pratiques d'élevage, alors là, l'objectif, c'est d'optimiser les pratiques d'élevage favorables à l'autonomie protéique. Donc, s'il y a un atelier ruminant, l'objectif, c'est d'augmenter de 15% d'art pâturé par UGB. Alors, on définit un art pâturé comme une surface pâturée au moins une fois dans l'année et qui peut être uniquement pâturée ou récoltée et pâturée. Et donc, pour vérifier ce critère, il faudra que l'éleveur s'engage à tenir un calendrier de pâturage. Pour les indicateurs monogastriques, donc atelier porcin et volaille, donc augmenter de 5% de la matière azotée totale pour 100 kg de poids vifs. Pour un système agricole, un système d'élevage qui aurait à la fois un atelier ruminant et un atelier monogastrique, comme il faut respecter minimum 2 des 4 blocs, s'il souhaite respecter le bloc 2, il doit s'engager vraiment à respecter pour son système pour son atelier ruminant les 15% d'art pâturé par UGB et pour son atelier monogastrique les 5% de matière azotée totale pour les 100 kg de poids vifs. Pour le bloc 3, donc l'objectif, c'est d'augmenter la part de concentré autoproduit dans les consommations de l'élevage. Donc, soit il faut augmenter de 20% les concentrés produits sur les concentrés consommés s'il s'agit de céréales pures ou en mélange avec moins de 50% de protéagineux. Soit il faut augmenter de 10% les concentrés produits sur les concentrés consommés si on est sur des protéagineux purs ou métail avec plus de 50% de protéagineux. Un concentré ou aliment autoproduit, c'est la même chose. Donc, c'est un produit qui va être récolté en grains sur l'exploitation. Pour le bloc 4, donc réduction de la dépendance aux importations de protéines bateau. Donc, les protéines bateau, c'est les protéines qui sont importées d'un autre continent. Donc, l'indicateur, si on est sur des aliments simples, c'est-à-dire des aliments bruts ou en mélange brut, où chaque aliment reste intact, il va falloir diminuer de 10% la matière azotée totale de bateau sur la matière azotée totale achetée. Pour les indicateurs d'aliments composés, alors sur les aliments composés, c'est tout ce qui a subi une transformation en usine et qui est combiné sous forme d'un granulé plusieurs sources de matières premières. Donc là, pour les ruminants, il faut diminuer de 10% et pour les monogastriques, de 5%. Alors, comment se déroule la mesure? On est sur une mesure qui dure 5 ans. Donc, le dépôt de dossier se fait sur la plateforme Europac. Et à partir du moment où vous avez déposé votre dossier, vous avez 1 an pour réaliser un diagnostic avec l'outil Devotop. Ou bien si vous préférez, vous pouvez aussi commencer par le diagnostic et après vous aurez 6 mois pour faire le dépôt. Mais comme c'est premier arrivé, premier servi, je vous conseille de d'abord faire le dépôt. Ensuite, il faudra réaliser un plan d'action avec une structure professionnelle. Il y aura la réalisation de deux demi-journées de suivi qui donneront lieu à 2 comptes rendus. Et en 5e année, on vérifiera que vous avez respecté au moins 2 blocs sur 4 et la vérification se fera avec un diagnostic final. Du coup, sur 5 ans, si je résume, vous devez faire 2 diagnostics, un plan d'action et 2 demi-journées de suivi et d'enregistrement des pratiques. Alors, à quoi va servir tout ça? Alors, d'abord, avoir une rémunération forfaitaire de 18 000 € par exploitation et pour un engagement de 5 ans. On est sur une rémunération forfaitaire, ça veut dire que quelle que soit la taille de la SAU, on est à 18 000 €, donc ça fait 3 600 € par an pendant 5 ans. On va avoir au cours de ces 5 ans des paiements qui sont automatisés en année 1, 3 et 4. Et par contre, en année 2 et 5, il va falloir justifier que vous avez respecté et réalisé les diagnostics et le plan d'action et les 2 demi-journées de suivi. Alors, on est sur une aide qui n'est pas cumulable avec une autre MAEC.
Je précise que pour les personnes qui se sont engagées sur des MAEC, peut-être polyculture élevage ou zone intermédiaire, lors de la déclaration PAC 2023, il est possible de se désengager auprès de la DDT et de demander à cette MAEC. C'est pas cumulable non plus avec les aides à la conversion ou au maintien agriculture biologique et ce n'est pas non plus cumulable avec le PSE. Au niveau des dossiers, donc il n'y a pas de sélection sur les dossiers. L'attribution se fait tant que l'enveloppe n'est pas épuisée et au niveau de la région Occitanie, il y a 1125 dossiers qui vont pouvoir être acceptés. Donc, cette mesure, elle a ouvert le 12 juillet sur la plateforme Europac et elle se terminera lors de l'épuisement de l'enveloppe, sachant qu'il prévoit aussi une réouverture à un moment donné de la plateforme, puisque ils vont trier les dossiers et les dossiers qui ne seront pas complets ou non éligibles pourront peut-être permettre une réouverture à un certain moment de l'année. Mais c'est pas sûr. Au niveau des contacts, donc sur le CAD à la Chambre d'agriculture, pour ceux qui sont dans le Comminges, vous pouvez contacter Léa Chouvion. Pour ceux qui sont dans le sud toulousain, Benoît Cantaloube. Et sinon, pour le nord toulousain et le Lauragais, Loïc, qui était avec nous aujourd'hui. Pour le DU ou le PASS, vous pouvez vous référer à votre conseiller de secteur. Et pour ce qui concerne la MAEC autonomie protéique, vous pouvez me contacter. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, je Bonne vois question que pour le pass. oui. Il y a une question sur le CAD. Si on fait une demande de CAD, on gagne les points pour être priorisé sur le DU, mais Ça, c'est bon, également on aura Marine. une... Oui? C'est bon, j'ai répondu à Ah, celle-ci. ok. À moins, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Non, si tu as répondu, c'est bon. Est-ce qu'il y a des Et pour questions le... sur les MAEC? Il y en a une sur le pass, donc. Est-ce qu'on peut faire 2 dépôts avant le 31 décembre 2023? Ça, Non, j'avoue c'est que pas j'ai... possible. Non. Ah ouais, pour le pass, c'est... Ok. Oui, il y a un 45 en trop, hein, pour le numéro de téléphone. Ah, pour toi, oui. Oui. Le début est bon, il y a juste un 45 en trop. Alors oui, le mail pourra être envoyé aux participants du webinaire. Le webinaire a été enregistré, donc on pourra aussi vous le partager. Et je vais juste vous mettre dans le drive le site de la région où vous pourrez à la fois trouver des informations sur le PASS, sur le DU et sur la MAEC autonomie protéique. Et il y a une question qui en remonte, là, il me semblait que tu avais répondu. Pour déposer un nouveau DU alors qu'on a une réponse en attente pour une PCAE 413. Alors ça dépend où vous en êtes. Quel document vous avez reçu pour l'instant de cette première demande 413. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions qu'on Alors a loupées? oui, il y a une question sur la C'était la MAEC. seule. Alors pour la MAEC, il n'y a pas d'histoire de chargement. Il n'y a pas d'histoire de chargement, mais par contre, il faut réussir à augmenter de 15% d'art pâturé. Donc, c'est une mesure qui pose souci, on va dire, pour les systèmes qui sont déjà trop bons, puisque ceux qui ont déjà, par exemple, beaucoup de surface fourragère principale ou ceux qui pâturent déjà beaucoup, ça peut être difficile de faire mieux. Au niveau du chargement, non, il n'y a pas de...
pas de critères là-dessus. Il faudra juste, si vous choisissez le bloc 2, augmenter de 15% d'art pâturé par UGB. Mais c'est tout. Et après, je ne l'ai pas précisé, mais il a été précisé que au cours des 5 ans, alors si l'agriculteur il a réalisé moins de 50% de ce qu'on lui avait demandé, il doit rembourser, il doit tout rembourser. Par contre, si alors voilà, si les objectifs sont atteints de plus de 50%, mais pas à 100%, il y aura une déchéance de 20%. Et si les objectifs sont atteints à moins de 50%, il y aura une déchéance de 50%. Et par contre, si, si les différentes pièces demandées ne sont pas fournies, notamment s'il n'y a pas le diagnostic final, il faudra rembourser toute la mesure. Et, euh, et s'il manque certaines pièces, il y aura aussi des, des réductions sur les aides. Alors, je note votre numéro et je vous rappelle après qu'on discute de votre cas de figure. Le cahier des charges du DU, tu l'as? T'as le lien internet? Oui, Parce que moi, j'ai le je format le mets et PDF. il y a 2 questions, Loïc, sur le CAD. Ouais, j'allais y venir. Montant d'investissement plafond, on les a. Tu peux remettre la dernière diapo, peut-être, Marine, s'il te plaît? Oui. Où il y a les plafonds en fonction du statut juridique de l'exploitation ou autre. Et après, donc, comme je disais, non, il n'y a pas d'obligation de résultat. En fait, au début, on doit présenter un projet cohérent pour que la région valide le projet. Mais ensuite, si il s'avère qu'en cours de route, soit on change d'avis, soit on n'y arrive pas pour une raison X ou Y, il y aura pas, on n'aura pas à rendre quoi que ce soit ou à devoir des comptes non plus. Donc voilà. Ce qui met vraiment en avant à la région, c'est prendre le temps de l'accompagnement et de la réflexion avec les agriculteurs pour le projet. Il faut que ça tienne la route au départ et puis après on est confronté à la réalité du terrain et du reste. Donc là-dessus, il n'y a pas de pression. Alors, je vous mets les Pour le, liens pour tout ce qui concerne le dépôt de dossier MEC et je vais faire pareil pour le dépôt de dossier dispositif unique. pour l'achat de foncier, il me semble pas hein, que c'est éligible pour le DU. Et je mets aussi le pour les CUMA, donc c'est pas le même lien. Normalement, il est prévu qu'il y ait d'autres programmations, enfin, d'autres appels d'offres de 2023 à 2027, oui.
Alors, il y avait une question, tous les dossiers seront pris en compte. Je ne sais pas si c'est à propos du CAD ou du dispositif unique. Pour le dispositif unique, donc, ils réceptionnent les dossiers jusqu'au 30 novembre. Et après, du 30 novembre jusqu'à la programmation de juin 2024, ils vont étudier les dossiers, les classer en fonction des critères de priorité et, euh, et apporter une réponse si oui ou non vous avez l'aide. Je vous mets le lien. Je le passe. Bon, c'est bien comme ça, ils auront tout sur l'enregistrement aussi. En tout cas, si vous avez des questions, je vous invite vraiment à vous rapprocher de nous pour qu'on puisse y répondre. Si vous avez des projets ou du matériel spécifique en tête, n'hésitez pas. Alors pour s'inscrire, pour le CAD, donc ça dépend de dans quel secteur vous êtes. Donc il faut téléphoner pour l'instant soit à Léa, soit à Benoît, soit à moi et on a juste à vous faire signer, une attestation, une lettre d'engagement et un bon de commande aussi, même si comme je disais, il vous reste rien à charge, mais c'est pour les formalités. Et ensuite on fait passer, une liste de dossiers à la région qui les valide et ensuite on peut commencer l'accompagnement. Alors du coup, Donc on c'était au se sujet. Pardon. Non, vas-y, vas-y. C'était au sujet des MAC sur si tous les dossiers seraient pris en compte ou non. Donc, non, dans le sens où ils vont clôturer la plateforme au moment où ils auront les 1125 dossiers sur la région. Ce sera ces 1125 dossiers euh, qui seront validés. Après, effectivement, s'ils se rendent compte qu'il y a des dossiers avec par exemple, des dossiers pour des personnes qui ne sont pas éligibles ou qui ne répondent pas à certaines conditions qu'ils demandent, c'est possible qu'ils les enlèvent de ces 1125 et qu'ils réouvrent pour une courte période la plateforme. Mais normalement, c'est pas comme le DU, c'est vraiment au fil de l'eau, donc c'est premier arrivé, premier servi. Et ça, sur l'ensemble de la région. Ouais, peut-être, pour rappeler aussi que, pour tout ce qui est constitution des dossiers, on est là à la chambre, tous vos conseillers de proximité, pour, faire tous ces dossiers de DU ou de PASS. Si jamais vous vous sentez un peu démunis ou si vous n'avez pas tous les éléments en tête ou quoi, pour on peut le faire ensemble, faut pas hésiter de voir ou d'appeler votre conseiller de proximité. Ça, tout le monde en fait. C'est pas comme les CAD ou les MAEC où là, c'est plus spécifique, à Marine, Benoît, Léa et moi. Tout ce qui est dossier de subvention, tout le monde en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Avec Donc voilà, plaisir. n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou même par mail. Ah non, ça non, c'est réservé à Marine, les mails, quoi. Alors, oui et non. Oui et Moi, non, j'en ouais. fais. Moi, j'en fais, mais selon qui est votre conseiller de proximité, si il veut en faire, il peut en faire. Normalement, ils ont une session qui a été créée pour pouvoir en faire. Mais après, évidemment, en priorité avec moi.
pour justement leur laisser le temps de faire d'autres dossiers de dispositifs uniques, de PASS ou même de CAD. On est bon? Ouais. C'est vrai que Marine est très demandée, oui, au téléphone. Je pense que c'était Oui, je pense que c'était pour les mics. je pense aussi. Vu que c'est la seule, effectivement, elle est très demandée, ouais. Mais tu réponds toujours, Oui, avec plus ou moins tôt de ou tard. délai. Voilà. Voilà. N'hésitez pas à me mettre des SMS aussi, en me disant pas hésiter à me mettre des SMS ou des mails si, ou me laisser des messages vocaux. Oui, on en reparle, Agathe, si tu veux. On peut clôturer le webinaire. Je pense, oui. Merci beaucoup. Ben, avec plaisir. Merci Bonne à journée vous à tous. pour la Merci à participation. vous.